Des sommes énormes, je vous le rappelle, ont été investies pour sa sauvegarde, pour la restauration des ouvrages et des berges. Pourquoi on est là, c'est comme les autres, hein. C'est impensable que le canal disparaisse. Il est question de retour à l'état sauvage du canal. Nous, on y habite sur le canal. On ne peut pas enlever ça. Et puis Napoléon, il a fait ça pour des causes de guerre. Et en fait, ça a été un symbole de la paix pour moi. Le canal du Midi, qui ne vaut rien de mieux que le canal de Nantes à Brest, est classé patrimoine de l'humanité, alors que le canal de Nantes à Brest, on le détruirait. Allez, on y croit. Allez, 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 allez. Ah, c'est un métier, hein. Ah, encore un peu. Non, pas possible. Ça vient voir. C'est pas possible. Ah, c'est pas... il y a quelque chose qui coince alors. Non, bah. T'es sûr? Bah. Oui, il doit y avoir. Ah non, c'est les bras qui manquent un peu. Là. Alors moi, j'ai été titulaire de cette écluse pendant 14 ans ici avant d'être à la retraite. Voilà, j'ai habité là, dans cette maison. Et au lieu de faire des métiers à contrainte, j'ai préféré faire un métier qui a des contraintes aussi, mais pas les mêmes, sans le stress. Donc maintenant, on va aller voir la rigole alimentaire du canal et le réservoir de Viorot qui alimente cette section artificielle. Alors ça a été construit dans les années 1840, selon les techniques de l'époque. Hein. L'eau part de là et s'en va vers le canal, donc elle suit une pente de terrain de l'ordre de 7 à 10-12 cm par kilomètre, de manière à maintenir le niveau d'écoulement de l'eau qui est de l'ordre de 1 km/h à peu près. Alors ce qui est bien dans ce canal, il n'y a aucune machine pour remonter l'eau, tout s'écoule de façon naturelle par les pentes, par le calcul des pentes. Et ça marche encore. Et c'est beau. C'est bien. Développement durable. Il n'en reste plus que 2 sur cette portion. Il y a moi, évidemment, mais il y a une autre femme éclusière du côté de Blain. Un homme a plus de force que nous, éventuellement. Ah, c'est un métier que j'adore. Oui, ça c'est vrai que je vois tellement de gens. Moi, je voyage à travers les gens. J'ai pas besoin d'aller dans un pays. En fin de compte, je vois des gens et en 20 minutes, quelquefois avec des tourismes qui habitent très loin, hein, les États-Unis ou la Russie, et ben en 20 minutes, il y a une communication incroyable. D'ailleurs, on s'échange les adresses en 20 minutes. Hein. Bon, c'est passionnant.
voilà. Bonne journée, bonnes vacances. Merci, on va remonter tout le monde d'abord. Pour l'éclusière que je suis. Au calme du canal. A tout de suite. Ah bah non, c'est fini vous. On continue. Ouais, nous on arrête là. Allez, au revoir, merci. Boko Joko, Okakonya Suwa, Akagbachu Odo, Tana Tocholenkao, Akadini Ojo Chuge, Tika Momi Amudano, Boboko Chenka ni Sereo, 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 Fe, Sereo. Bon, les chasses, c'est un truc traditionnel, c'est traditionnel. Parce que c'est un truc que nos aïeux font quand ils se réjouissent. Pour se rappeler des temps forts qu'ils ont passés et dans des périodes difficiles. À la base, on est une compagnie d'échasse, donc on a fait beaucoup de spectacles en échasse et je me suis posé la question de comment les autres pratiquaient dans le monde. Donc j'ai été un petit peu partout, rencontrer d'autres échassiers et au Togo, j'ai rencontré les échassiers avec qui on a eu envie de travailler. Ils étaient vraiment impressionnants par rapport à tout ce que j'avais vu dans les autres pays. C'est vraiment une danse traditionnelle qui est en train de disparaître, ce qui fait que voilà, c'est des gens qui ont un boulot à côté ou pour certains qui n'ont même pas de boulot. Et on a eu envie de valoriser un petit peu ces gens-là, montrer ce qu'ils faisaient et donc de les faire venir, de les faire connaître et que les échasses deviennent aussi un moyen de gagner de l'argent pour eux. Alors là, on peut voir ici, on est bordé de peupliers. Le canal, il y a une lecture dans le paysage. Tout à l'heure, on est parti de l'écluse, on a vu qu'il y avait des pommiers à côté du quai. Lorsque des pommiers arrivaient, on arrivait à une écluse. Le peuplier, pleine campagne. Le Douglas, on va arriver à un croisement avec une route, donc à un pont. Et c'était donc quelque chose qui indiquait aux haut-alleurs... Une signalisation. Voilà. Bon, y a un gars pour le bout là? Vous avez vu le principe de l'écluse? Quand on ouvre la ventelle là-bas, l'eau baisse et donc on va récupérer la hauteur du cours d'eau qui est là-bas. Et lorsque l'eau sera baissée au même niveau, on va pouvoir ouvrir les portes parce qu'autrement on peut pas, il y a trop de pression. Allez, adieu! On va couler plus loin. Ok? Je sais pas où on va, mais... on va droit dans le mur. Non, Serge, il maîtrise. Heureusement. Ouais. Ça se manœuvre bien quand même. Ah, c'est une pinasse des Charentes. C'est rigolo, trouver une pinasse des Charentes sur le canal de Nantes à Brest.
C'est un bateau de mer qui était fait pour aller à la pêche aux moules. On l'a ramené par la mer, au large de Marmoutier, on a remonté la Loire, et ensuite on a pris l'Erdre, on l'a remonté jusqu'à Nord, et voilà. J'ai trouvé que cette épave était très intéressante à être restaurée. Voilà, 300 jours de boulot, et aujourd'hui on partage le bonheur de naviguer avec d'autres gens, et c'est super. C'est comme des vraies vacances, quoi. On en profite. Donc voilà, nous venons de sortir de l'écluse de Melneuf, l'écluse numéro 16, et nous entrons sur le plus grand bief entre Nantes et Brest, qui est donc le bief numéro 17, et qui va nous emmener, il fait une longueur de 24 km aujourd'hui, et il va nous emmener jusqu'à la Vilaine, jusqu'à l'écluse des Bélions. Il me plaît le week-end donc d'expliquer aux gens sur quoi ils naviguent, sur de l'eau plus ou moins propre, plus ou moins chargée d'azote, par l'agriculture, etc. Et aussi sur la prévention des produits à utiliser pour la vaisselle, les douches, etc. Des choses simples, mais qui font vivre nos poissons et vivre, améliorer la qualité de l'eau, c'est ça l'objectif. Parce que l'eau qui passe là, sur laquelle nous sommes, alimente tout le bassin d'Arzal, toute la Baule, Guérande, en eau potable aussi. C'est puisé dans la Vilaine tout ça. Donc quelque part, on retrouve toujours cette eau-là à notre robinet. Donc c'est important de la traiter à la source. Et par des moyens naturels, c'est encore mieux. Bah souvent, ouais. Ah voilà, j'ai habité pendant 7 ans dans ce coin merveilleux, qui est les Bélions. Et donc mon successeur est là et je pense qu'il doit se plaire lui aussi dans cette écluse. Tu enlèves la jussie là. Ouais, je retire la jussie. Ouais. C'est un peu comme des lianes, quoi. C'est très difficile, c'est très lourd à soulever. Hein. Ça prend dans les hélices, ça s'entourliche. Donc c'est une vraie plaie pour le canal et la navigation, quoi. J'ai passé aussi en tant que marinier pendant 14 ans, ici, là, dans cette écluse. Quand il y a eu beaucoup de péniches, l'herbe n'avait pas le temps de prendre, elle était broyée en permanence. Du jour où on est resté que 2, à la fin, en 1977, on est resté 2, donc mon père et puis moi, de péniches. On ne passait plus assez souvent pour arriver, l'herbe prenait le dessus sur nous, quoi. Mes grands-parents, eux, quand ils ont navigué avant la guerre et après la guerre, c'était tout. Tout était dans les péniches. L'épicerie, toute l'épicerie était dans les bateaux. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de camion, donc c'était que des péniches. Quand on voit le trafic qu'il y a sur les routes maintenant, et puis qu'on a quelque chose qu'on pourrait exploiter encore et qu'on ne le fait pas, quoi. Bon, j'ai rien contre la plaisance, au contraire, ils ont sauvé le canal, parce que s'il n'y aurait pas la plaisance, il n'y aurait plus rien. Mais je veux dire qu'on aurait pu très bien lier les deux, quoi, le transport et la plaisance. Et là, il n'y a plus que des touristes, quoi. Donc là, on voit la traversée de la péniche de mes grands-parents, qui traverse donc la Vilaine, là, un jour de crue, quoi. Donc on voit le câble qui est accroché sous le pont, là, et qui remonte le bateau. Et comme c'est pas suffisant, une autre péniche se met à l'arrière de l'autre pour pouvoir pousser encore, parce que le courant était à cette époque-là très violent. Là, c'était une manœuvre très délicate. D'ailleurs, les femmes et les enfants dans les péniches, quand ils étaient là, ne restaient jamais à bord. Ils passaient par-dessus le pont pour rejoindre la péniche de l'autre côté. On vous a peut-être chanté une chanson qui dit « Moment, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes ?» Les bateaux n'ayant pas de jambes, on a un jour inventé le système qui s'appelle l'écluse, la marche d'eau qui va permettre aux bateaux de monter ou de descendre. Vas-y. C'est bon. Le bateau est dans l'écluse. D'accord? Ouverture de ventelle aval.
Vas-y. L'eau de l'écluse sort par le trou de la ventelle et le bateau, qu'est-ce qu'il fait? On peut continuer sa route. Pour faire le canal de Nantes-à-Brest, on a utilisé le maximum de cours d'eau existants. 8 rivières, ou plutôt tronçons de rivières qui vont constituer ce canal de Nantes-à-Brest. Et comme le disait si bien Thierry Guidet, c'est une ligne de vie creusée dans la paume calleuse de la Bretagne. Et c'est vrai que l'image est magnifique. Et quand on n'avait pas de cheval, ou quand le cheval était fatigué ou blessé, c'était l'homme qui tirait sur le bateau. Il avait en travers de la poitrine un truc comme ça, d'accord, et il était relié au bateau. Et grâce à ça, il faisait avancer le bateau. Oui. C'est aussi une dépense importante parce que un voyage complet Nantes-Brest, c'est une paire de sabots qu'on use à chaque fois. Voilà, les enfants. Et on dit merci, merci tonton Charlie. Donc là, on peut effectivement bien voir que c'est une section artificielle. Hein. Il n'y a pas besoin de faire de dessin, on est sur une partie parfaitement rectiligne. C'est comme une autoroute, mais à part que un bateau, on est sujet au vent, au courant. On faisait à peu près 120-130 écluses par semaine. Donc la prochaine qu'on va arriver, c'est la Maclay. Donc si on va jusqu'à Malétroit, on a la Maclay, Limur, le Guélin, Brieux, Beaumont, Fauvenot et Malétroit. Les objets flottants non identifiés. Voilà une idée un petit peu particulière aussi, qui montre notre envie de vivre le canal différemment. Le chemin de halage, le long duquel nous sommes actuellement, est amené à devenir une Euro-véloroute qui reliera Roscoff à la pointe du Portugal et qui permettra aussi, par le biais d'un autre système d'Euro-véloroute, de relier Roscoff à Bucarest en vélo. Donc je vous invite à vous rapprocher des dames et en vous invitant évidemment à vous rapprocher les uns des autres pour toujours faciliter le service. It's a pity we've missed a boat. In fact, here at the end of the 16th century was one of the earliest locks, Assas in France, long before the Nantes-Brest Canal was thought of. And there was another at a very pretty lock house with all its flowers. Along the canal, it's really beautifully decorated with many, many different types of flowers in glowing colours. You can get a photo of that and the very kind lockkeeper who's been very helpful to me on my journey. Bonne journée. Bonne journée.
crazy about the canal, perhaps. I'm working for a book about my experiences of walking the canal. I've already written a practical guide for people who are walking or cycling, where to stay and what to do, but this is a more personal book about my feelings about the canal and my own life. Well, for 7 years I've been walking, particularly in Finisterre where I live, and feeling at home in a foreign country is something quite difficult. And I feel my experience of years of walking the canal has helped a lot to connect with Brittany and its history. The canal has its own character and personality. It changes according to which river or which artificial stretch you're on. It's always interesting in itself. It has moods. Sometimes it's happy, sometimes it's very sad. And when you're walking, I find that psychologically the canal has a big effect. It tends to lead to a lot of introspection. I mean, the physical character of the canal, the long channels, very often it's enclosed by trees. You don't have long views. You see wooded hillsides. You're enclosed in a narrow environment. And also the scenery is fairly repetitive in many places, and after you walk for miles, your thoughts tend to go very much inward. And for my book, I've been thinking a lot about my own identity and my life in Brittany. On habite dessus, oui, tout à fait. C'est un peu du nomadisme, mais enfin c'était l'idée de partir avec sa maison, quoi. C'est un peu la magie des péniches de plaisance, quoi. Il faut s'en occuper quand même assez régulièrement, au point de vue entretien, travaux, etc. C'est un petit peu sans fin, quoi. On finit une chose, on en recommence une autre. C'est pas du tout une façon de fuir que de dire bon, je vais habiter sur l'eau, c'est pas vrai. D'ailleurs, il y a des gens qui le font puis qui abandonnent au bout d'un certain temps. Alors nous, pour l'instant, on est encore tout à fait satisfait. Tant qu'on peut le faire, on le fera, quoi. Alors c'est un petit pont japonais. Là. Et puis là, c'est le coin feu. Et ben, la petite cuisine qui est là. Alors j'ai 2 chats. Il y en a un là qui s'appelle Touline. J'ai un autre mais il se cache quand on navigue. L'année dernière, moi c'était déjà vu, j'avais ramené le bateau de l'île à Redon. Ah là c'est le rêve là. Presque 30 mètres de long, 4,60 mètres de large. C'est imposant. C'est la fabrication maison? Ah oui. Et vous en vendez pas? Ah non, on vend que des œufs. C'est vrai? Ouais. J'ai investi dans un cheptel, j'ai 6 poules, je sais plus qu'est-ce qu'il faut faire avec les œufs. Ah ben je veux bien vous investir. Bon, ben à la vôtre. À la santé de l'écluse de Lille. Allez. Toutes petites hirondelles qui viennent de naître il y a, je dirais, une journée ou deux, qui sont sur le point de s'envoler. Et le nid s'était détaché de la porte d'écluse tous les ans, donc je suppose que c'est la même famille qui revient. Si je laisse la porte ouverte 5-10 minutes, les parents viennent me tourner autour
pour me faire savoir que leur nid n'est pas dans la bonne position. Ouais, c'est marrant. Quand je viens, moi, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de monde, en particulier les gens qui marchent, et aussi à vélo. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ça me frappe beaucoup, c'est qu'en général, quand on croise les gens, ils vous disent bonjour. Alors que vous prenez le TGV ou vous allez à Paris, pas un mot parfois, là, instinctivement, on se dit bonjour, on s'arrête, on demande des nouvelles. Il y a quelque chose qui se crée par le canal. Je sais pas, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est très très fort ça. On a l'impression que les gens viennent ici pour retrouver un calme intérieur. Et je pense, je parle en tant que moine bien sûr, je pense qu'ici, ils retrouvent facilement leur intériorité. Alors que peut-être que dans la vie ordinaire, du travail, des relations difficiles, ils n'ont pas le temps de s'interroger, tandis qu'ici, ils sont nécessairement conduits à l'intérieur, au dedans. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est la paix. La paix qui se dégage de l'eau, des arbres, du ciel. Il y a une harmonie absolument fantastique dans ce cadre-là. Je crois, on est vraiment apaisé. On ne peut pas être très extériorisé sur le canal. Il y a un retour au dedans, un retour au fait que tu es habité par Dieu. Nous, on le croit, on essaie de le vivre du moins. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il y a une liaison forte entre le canal et l'abbaye. On arrive à l'écluse de Rohan. C'est pas la plus facile. Hein. Ah, vas-y. Je vais prendre des photos. L'écluse. On va en reprendre une autre très bientôt. On a la chance, il y a des petits jeunes en juillet et août qui servent d'éclusiers, qui font des manœuvres. La prochaine écluse, oui. Ah, elle est juste là, devant. Merci. Des gens qui traversent la Bretagne avec le voilier pour reprendre la mer après. Ils ont envasé un petit peu, il y a des herbes donc ils ont touché et puis le moteur s'est certainement enveloppé d'algues et puis ils ne pouvaient plus avancer. Donc ils ont été obligés de tirer un petit peu.
Je pense que c'est une animation de surface, hein. Mais est-ce qu'après ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Moi je ne sais pas le voir là. Ouais. Des radeaux peut-être, un radeau? Ça me fait penser Un à cœur, quoi? moi un cœur. Ici? Ouais, il y a un cœur. Non, mais j'ai vraiment du mal. Je ne suis pas suffisamment intelligent pour émettre une hypothèse, mais peut-être que si vous avez la réponse, vous, non? Peut-être l'amour, peut-être quelque chose. Je sais pas, le premier à gauche, je dirais plutôt des poissons, moi, les deux. Hein. Ah bon, Si bah on alors, voyait, bon, moi, je suis rien, plus romantique, il y a une queue de alors. poisson sur la droite, là, mais je dirais des poissons ici. Par contre, là, alors là, je sais pas. Je sais pas. Broche de sauvetage, reste de canot de sauvetage dégonflé, mort sur l'eau, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais en fait, il y a un pied qui s'enfonce, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a une partie de la sculpture qui est un peu au niveau de l'eau, quoi. J'espère que ça va aller, quoi. Au niveau des couleurs, c'est un peu troublant parce qu'on sort d'une petite chapelle où il y avait une œuvre en bleu foncé qui s'éclaircissait bleu pastel, etc. C'était très doux, très harmonieux. On arrive ici, c'est un peu plus violent quand même. Je trouve que ça va très bien avec le vert, c'est pour ça que ça ressort bien. Bon, maintenant, c'est une œuvre contemporaine. Hein. Une des œuvres est installée sur le mur de l'écluse pour rappeler qu'ici on est dans un espace paysager complètement construit par l'homme. On n'est pas du tout dans un espace naturel. C'est une voie d'eau, c'est une route et donc il me semblait intéressant de faire, de trouver une relation entre le rapport au paysage, à la nature et le rapport au construit et au mur, à l'architecture. C'est presque des taches de couleurs, comme dans un tableau, des taches de couleurs qui viennent donner à voir le reste de l'ensemble. L'étang, les frondaisons, le ciel, on est presque dans un tableau impressionniste, quelque chose de cet ordre-là. Si cette même sculpture était dans un autre endroit, on y verrait autre chose. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est dans ce va-et-vient, c'est voir aussi jusqu'à quel point notre regard est complètement influencé par l'espace, par le contexte. La section qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qui va de Pontivy et qui remonte jusque Guerlédan, le fameux barrage de Guerlédan qui a coupé le canal en deux et dont on a des projets sur le papier d'un plan incliné qui permettrait justement aux péniches, aux bateaux de pouvoir être remorqués et mis sur le lac pour pouvoir remonter vers le Finistère, quoi. Ça, c'est votre rêve, Kader? C'est mon rêve. Et ça me paraît logique parce que moi je suis natif du Sahara et du désert et je sais ce que c'est que la valeur de l'eau. On va aller par là. De Pontivy à Guerlédan, il y a 12 écluses qui ont été abandonnées depuis les années 1920. Les ouvrages sont encore sains puisqu'ils ont été entretenus. Il y a peut-être une 5-6 portes aval à changer, un dévasement à faire et le canal revient à la navigation. C'est la 118e à partir de Nantes. Ah, départ de Nantes? Oui. Le 0 est à Nantes. Germaine, c'est l'ange gardien de cette portion de canal. Il n'y a que moi. La dernière péniche est passée en 1946 avec 2 éclusiers, 2 chevaux, puis la péniche. Puis c'est tout.
Depuis, il n'y a rien eu. Alors, on amenait des matériaux pour le barrage, pour la construction du barrage, pour la consolidation. Alors, on utilisait encore le canal, il était encore navigable malgré la construction du barrage. il devait faire un ascenseur pour passer les bateaux de l'autre côté, puis ça n'a jamais été fait. Nous sommes à l'écluse de Guerlédan, la dernière avant le barrage. Ici, au bout de l'eau, c'est le barrage. Vous avez un mur qui va d'un côté à l'autre de la rive du Blavet. Donc là, on va se heurter à un barrage. Terminé. Et votre projet actuel, il consisterait en quoi? Ce n'est ni plus ni moins qu'une piste bétonnée qui permettrait de remorquer des bateaux. Les bateaux sortiraient ici, à l'écluse, et on les mettrait sur le lac de Guerlédan. Et après, à partir de là, la navigation vers Brest pourrait reprendre tout au bout du canal, jusqu'au Finistère, là où finissent les terres, et là où la mer sans fin commence, où la terre finit. Elle est belle, ouais. C'est même la plus belle. Des 238. En tout cas, c'est celle que je préfère. Changement de décor. Changement de tenue. Bah, la navigabilité pose plusieurs problèmes. Bon, elle est intéressante dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'écluses. Mais bon, sur les 238 écluses du canal, elles sont toutes concentrées ici sur une centaine de kilomètres. Il y en a plus d'une au kilomètre. Donc je ne sais pas si vous avez déjà navigué, mais 2-3 écluses par jour c'est bien, jusqu'à 10 on supporte, mais 20, 30 ou 40, c'est très fastidieux. Il y a un mythe autour du canal assez persistant. Par exemple, déjà son nom, canal de Nantes à Brest. Les gens supposent, certains notamment, qu'il servait à aller de Nantes à Brest. Or, il ne servait pas à aller de Nantes à Brest. Nantes à Brest, ça fait 400 km par le canal. Il faut 2 mois pour faire l'aller-retour. Il faut 2 jours pour le faire en bateau. Donc, quand on voulait transporter des marchandises, on le faisait par la mer. Quand il a été arrêté à la navigation en 1928, en octobre 1928, quand on a fermé définitivement le barrage de Guerlédan, eh bien, il passait un bateau tous les 3 jours à Guerlédan. On ne peut pas dire que ce soit une activité extrêmement développée. Alors, on pourrait le remettre en œuvre, résoudre le problème de Guerlédan. Techniquement, c'est possible, mais l'ensemble aurait un coût, d'une part d'investissement, mais surtout de fonctionnement, tellement disproportionné par rapport à ce que ça pourrait apporter, que ce serait un gouffre financier permanent. Et moi, j'y crois pas un seul instant. J'y crois même pas du tout. J'apprécie particulièrement cette partie centrale de Bretagne, là où il n'y a pas de bateau. Parce que ça lui donne complètement une dimension qu'il n'a pas ailleurs. Et c'est assez complémentaire avec la dimension qu'il peut prendre ailleurs, cette dimension sans bateau, paisible. Parce que parfois, il peut prendre un petit peu l'aspect camping caravaning, quoi, qui n'a pas du tout ici. Quand je fais le pistage de la loutre, qui est un animal que l'on rencontre ici, eh bien, j'utilise souvent le canoë. Ça me permet d'aller découvrir les indices de la loutre. Alors la loutre, on la voit jamais, mais elle laisse des traces partout.
Tiens, là, on a l'indice de présence du ragondin. Alors, il n'a pas dû avoir le temps de la déguster en entier, mais il a bien décroché. Il a mangé des feuilles. C'est un animal qui est très joli, moi, que j'adore. Il ressemble à un gros lapin d'eau, plutôt un castor. Son nom latin, d'ailleurs, c'est myocastor. Et il est vraisemblable que si on l'avait appelé myocastor, on l'aurait identifié à un castor, alors que ragondin, on l'identifie à un rat. Son nom de fourrure, c'est castor du Chili. C'est plus joli. C'était mon désir le plus fort d'arriver à obtenir une camionnette qui me permette de transporter ce piano et le poser dans la nature. Il y a des lieux magiques comme ici par exemple où c'est extraordinaire, il se passe quelque chose. C'est à la fois mystérieux, calme, apaisant et on a envie de jouer et de répondre à la nature. C'est ici que commence la tranchée de Glomel, la porte de l'enfer, ou du paradis aujourd'hui, mais de l'enfer à une certaine époque. On fait un petit saut de 2 siècles en arrière. Le passage le plus difficile, celui qui est le plus haut sur le canal, à 184 mètres au-dessus du niveau de la mer, il a été creusé de 23 mètres par les fameux bagnards. Quand j'étais petit, mon père me parlait toujours de ce bagne de Glomel et avec un peu de mystère dans la voix, j'avais presque conclu que je devais être un descendant de bagnard, mais il y a très peu de chance. Et la mémoire collective, elle a un peu trahi ce qui s'est réellement passé. C'était des prisonniers politiques et moi je n'ai de cesse que de les réhabiliter. Et c'est là que mon inconscient, attiré par ce lieu un peu étrange, ce trou dans lequel on va rentrer, il y a un côté comme ça psychanalytique très très fort, rejoint l'inconscient collectif de tout un peuple qui a vécu sur cette construction. Il n'y avait que des marais. Quelquefois, ils travaillaient avec de l'eau jusqu'au ventre quand ils tombaient dans des passages des sources. Et ils rentraient le soir sans pouvoir se sécher, il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien. Et beaucoup sont morts de maladies, et en particulier les fameuses fièvres intermittentes, comme on les appelait à l'époque. On a su longtemps après, maintenant on est à peu près certain qu'il s'agit du paludisme. C'était des zones à moustiques. Et les bagnards n'étaient pas les seuls à y être exposés, les gendarmes aussi, et ils tombaient comme des mouches, encore plus que les condamnés, parce qu'ils avaient des lanternes pour la nuit éclairer les lieux, et les lanternes attiraient les moustiques. J'espère que les touristes, les scolaires, les sportifs qui passent ici, en passant, ont une petite pensée pour ceux qui ont permis un jour Nantes et Brest de se joindre par une folie d'un canal passant à 184 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui est complètement fou. C'est un peu Fiscaraldo. C'est comme si on franchissait une montagne. Voilà.
pour choisir notre cadrage, quoi. Sélectionner ce qu'on veut faire. Sinon on se noie. Ça dépend comment tu as cadré. Si tu as cadré à l'horizontale, tu peux pas avoir autant. Le canal, c'est pour moi une succession de clairs-obscurs, hein, de scènes dans l'ombre et de scènes au soleil. Et c'est aussi un mouvement doux, je trouve, par rapport à la côte. C'est le vent dans les arbres qui est... bon, voilà, il y a une espèce de lenteur qui est agréable et qui se prête bien au dessin. Et ça permet de travailler les masses de verre, la végétation, qui n'est pas une des choses les plus faciles en peinture, et de travailler, comme c'est un carnet de voyage, d'imaginer le canal comme un voyage, c'est-à-dire un voyage dans le temps et dans l'espace. Une succession d'écluses, une succession de kilomètres ou de mètres qui sont différents de l'un à l'autre. Ça fait 25 ans que j'y viens régulièrement. Et puis, je trouve que s'il y a bien un endroit qui n'est pas abîmé, c'est le canal. La côte, elle se bétonne, par exemple. Hein. Les communes peuvent changer, grandir, se transformer. Et le canal, il ne fait qu'une chose, il dure. Il dure et il se maintient sans trop s'abîmer. Ouais. Allez Maxou! Il va me freiner! Allez, il y a une descente! Quoi? Ah, ça fait du bien. Quoi? Ouais? S'il te plaît. 7. Nous deux, et puis 5 enfants, on est une famille recomposée. Et j'ai 7 ans. Ouais, il a 6 ans. Laisse ça tranquille. Lui, il a 8 ans, et moi j'ai 5 ans. Et t'as le nez qui coule. Comme d'hab. Les petits en fait tiennent très bien le coup en fait. Tout plus moi qui rame, la petite impeccable. On roule pendant 40 km, elle bouge pas quoi, hein, la journée. Pas par froid? Oh pardon Léo. Sinon on habite une petite maison, c'est que les murs on va dire sont trop petits. On voulait se retrouver parce que des fois c'est des haussements de voix avec les enfants parce que c'est quand même du boulot, hein, faut bien le reconnaître quoi. Et on voulait se retrouver tous ensemble, le coin sauvage et tout s'ensuit. Partager, partager ouais, des bonheurs et tout s'ensuit. Ouais. Puis Une expérience quand même. des douleurs aussi quand même, Ouais. physiques, Ah bah oui. morales. C'est un peu chiant quoi. Ça va tomber! C'est bon Mikey? Non Maxou! D'eau. Alors à votre avis, comment les poissons vont passer cette cascade là? Eh ben, il reste dans l'eau, il reste tout droit et plou! Non, alors il pourrait effectivement sauter. Le saumon atlantique qui remonte dans la rivière est capable de sauter cette cascade. Mais pour remonter contre le courant, c'est... Voilà, alors pour l'aider, comme tu dis très justement, on a créé une passe à poissons. Un passage pour les poissons. Donc sur ce fleuve, vous avez 5 grands migrateurs.
le saumon atlantique, la lamproie marine, la grande alose, la languille et puis la truite de mer. Alors ça c'est une alose. Et là, malheureusement, après la reproduction, c'est des poissons migrateurs, donc comme le saumon, ils meurent. Alors ça c'est une truite arc-en-ciel. Et j'ai un saumon derrière, donc je vais aller le chercher. En 99, donc on dénombrait à peu près 1000 saumons à l'année à passer à l'observatoire. Et malheureusement en 2009, on atteint péniblement la petite centaine de saumons depuis le début de l'année. Les causes sont multiples. D'une part, beaucoup de pollution dans les cours d'eau, des changements climatiques au niveau donc, de la courantologie marine, donc le réchauffement climatique. Donc on a essayé le repeuplement, ça n'a pas marché. On a essayé les passes à poissons, ça n'a pas marché. Il faudra peut-être voir ce qui se passe du côté de la mer. Thank you.